Retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup d'avoir patienté. On est toujours en direct et c'est l'heure de l'interview éco. On vous l'avait promis. Avec nous en plateau, Philippe Béchade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de La Bourse au quotidien et on va décrypter ensemble les dernières actualités économiques. Et on va commencer par l'actu la plus brûlante, on va dire. Cette nouvelle qui est tombée hier. 4 ans de plus pour Jérôme Powell, le patron de la Fed qui renouvelle son mandat. Joe Biden a choisi la continuité, la stabilité. Oui, je pense qu'il a surtout choisi le grand favori de Wall Street, le président qui aura permis la plus forte hausse des marchés jamais observée en plus d'un siècle. 11 mois de hausse sur 12, un plus que doublement du S&P et du Dow Jones depuis les plus bas. Un Nasdaq qui a quasiment doublé, lui, par rapport à son précédent sommet. Aucun président de la Fed n'avait réussi ça. Aucun président de la Fed n'avait injecté autant d'argent, puisque je crois que sous Jérôme Powell, c'est à peu près 40% de la masse monétaire jamais imprimée depuis la création du dollar en 1913, qui est donc sortie des presses de la Fed. En fait, il pouvait presque tout se permettre. Bon, certains de ses collègues ont spilé, j'imagine bien sûr, après avoir consulté les meilleurs avocats, en leur expliquant que donc ça pouvait s'apparenter un petit peu à du délit d'initié, mais que c'était bien bordé, etc. Oui, quand même ce scandale, donc, réélu malgré le scandale de... Voilà, je pense que son track record est tel que quelques petites preuves de laxisme sur l'éthique d'un banquier central, tout ça c'est passé. Alors maintenant, Jérôme Powell va devoir nommer 4 personnes en remplacement de ceux qui ont démissionné. Ça lui permet en fait de réunir autour de lui une équipe qui va aller, à mon avis, dans le bon sens. Alors, mais Wall Street a quand même vendu la nouvelle. Justement au sujet de cette équipe, donc on va s'attarder un peu sur le ticket gagnant Powell-Brainard. Alors on va rappeler qui est Lael Brainard, c'est une macroéconomiste progressiste, démocrate. Alors cette alliance, c'est quoi? C'était Janet Yellen en plus jeune et en plus flamboyante, on va dire. Donc c'est quoi? C'est l'alliance de la carpe et du lapin, ou bien c'est au contraire une belle complémentarité sur le papier? Alors je ne sais pas qui serait la carpe et qui serait le lapin. Un républicain, certes modéré, et une progressiste. Il était tellement modéré, le pauvre Jérôme Powell, qui s'est fait tabasser médiatiquement par Donald Trump pendant presque 4 ans. Voilà, donc on va dire que jusqu'à présent, il était parfaitement démocrato-compatible. Et c'est vrai que Lael Brainard, elle, c'est vraiment la réplique de Janet Yellen avec quelques années de moins, quoi. Ça aurait pu être sa fille. Alors, on va continuer à évoquer les banques centrales, la Fed et la BCE, au sujet du tapering. Alors, on le sait, la Réserve fédérale a donné des indications temporelles sur le rachat d'actifs et la BCE, pas du tout. Christine Lagarde continue d'avoir un discours pour le moins rassurant, mais on a quand même appris hier que le PEPP, le fameux PEPP, pourrait s'arrêter au mois de mars. Il pourrait s'arrêter depuis sa mise en œuvre, en fait. C'était tout simplement la deadline qui était prévue initialement. La seule incertitude concerne la vitesse à laquelle on va consommer ce qui reste de ce PEPP. Je pourrais être il doit rester encore 750 milliards, quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on va le cramer au rythme actuel, auquel cas il en restera pratiquement plus au mois de fin décembre, et puis janvier, février, mars, on épuisera ce qui reste, voire on l'épuisera pas, puisque c'était aussi une des hypothèses émises par Christine Lagarde, c'est qu'on le consomme pas intégralement, mais disons que ce que les marchés regardent,
c'est la masse de liquidité qui reste en circulation et qui demeure énorme. Mais c'est vrai qu'avec un PEPP éteint au mois de mars et un tapering de la Fed à moins 15 milliards, donc au bout de 5 mois, ça en fera 75 de moins, il en restera à peine 50. Par rapport au rythme actuel, ça devrait commencer à se sentir. Mais on a vu là que la Fed, certaines semaines, a injecté pratiquement jusqu'à 90 milliards. Alors, ce n'était pas dans le cadre de son programme d'achat, ce n'était pas son QE, mais on voit que les banques centrales ont d'autres moyens d'injecter de l'argent et de maintenir la liquidité. Maintenant, les marchés, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils vivent l'instant. Et tant qu'ils voient que l'argent est là, il est investi tout simplement. Et puis le jour où la liquidité va effectivement commencer à se tarir, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que personne n'a jamais vu des marchés doubler en un an. Donc comment derrière on va entamer une consolidation après un tel épisode, je ne sais pas, ça c'est une grande inconnue. C'est une grande inconnue, hein. C'est ça, on a l'impression que ces indices, ils ont atteint leur mont Everest. On avait l'impression qu'on avait atteint l'Everest avec un Nasdaq qui est passé la barre des 10 000. Puis après ça, il avait passé la barre des 15 000. Nous, on a notre CAC 40 Global Return qui en était quand même à son 67e record annuel, là, vendredi dernier. Hier, le S&P bat également un 67e record intraday. Bon, il ne le fait pas en clôture, mais on va quand même considérer qu'il a bien atteint un nouveau record. Notre Global Return, donc lui, a passé la barre des 20 000. Donc, où est le sommet de l'Everest? Là, c'était vraiment, comme disent les spécialistes des cryptos, c'était to the moon. On était vraiment dans un contexte où on a l'impression que tout était possible. La seule chose qui n'était plus envisageable, c'était une consolidation, voire même ce qu'on appellerait un pullback, pas une fenêtre d'entrée, même pas un vasistas, quelque chose dans lequel on puisse se glisser pour racheter des actions. Non, plus rien depuis le 10 ou 11 octobre dernier. Il n'y a plus jamais eu de retracement supérieur à 0,5% aux États-Unis et pas supérieur à 0,2 sur les valeurs françaises. C'est le cas qui existe depuis fin janvier 88, ça n'était jamais arrivé. Et on ne voyait pas se dessiner à aucun moment un retournement. Voilà. Et puis tout montait, hein, y compris les obligations, les matières premières, même l'or qui était parvenu à atteindre pratiquement 1900, qui hier s'est fait tarter parce que les taux ont remonté. Non, tout montait de concert. C'est un marché extraordinaire. On ne peut pas se tromper. Puis je crois que j'ai vu une crypto qui a gagné 500 000% en 24 heures. Bah voilà, enfin Donc on cherche les consolidations finalement sur les marchés, SOS consolidation. C'est-à-dire que, comme je dis, les marchés vivent dans l'instant et les gérants sont contraints par leur mandat. Donc ils n'ont pas le droit de détenir plus d'un certain pourcentage de liquidité. Alors même s'ils sont très dubitatifs, même s'ils pensent que les valorisations sont tendues, de toute façon, quand l'argent arrive, il faut bien respecter le minimum de pourcentage investi en actions. Donc il y a un moment, vous êtes obligé de continuer d'acheter quand l'argent arrive. Et là, c'est même plus une question d'opinion favorable sur les marges, sur l'hypothèse que l'inflation reviendrait peut-être effectivement sur des rythmes plus raisonnables l'année prochaine. Il n'y a pas de raisonnement à avoir. On gère ce que l'on voit. Ce que l'on voit, c'est qu'on a de l'argent à investir. Donc, je dirais qu'il n'y a pas d'euphorie, il n'y a pas d'exubérance. Non, je dirais que le gérant aujourd'hui est une sorte de fonctionnaire. Il pilote sa rame de métro. Des fois, il marque un petit temps d'arrêt à la station. Il faut repartir parce qu'il y a de nouveau du carburant et c'est reparti pour un tour. Alors ces fonctionnaires de marché, comme vous les appelez, rien ne semble les effrayer injustement, même pas l'inflation. Alors les chiffres parlent d'eux-mêmes évidemment, plus 6% en annuel aux États-Unis. On parle de plus 6% peut-être pour l'Allemagne en annuel pour le mois de novembre. Plus personne n'a peur.
Ben non, quand vous êtes sous anesthésiant, sous morphine monétaire, il n'y a plus rien qui vous atteint. Puis surtout, quand je dis fonctionnaires de la gestion, je parle de fonctionnaires évidemment qui sont brillants, hein, sortis des meilleures écoles. Mais la règle cardinale qu'on vous apprend déjà, c'est d'abord de suivre la tendance, deuxièmement de bien respecter son mandat hein, de gérant. Et puis en plus ça, comme tout le monde fait pareil, vous n'avez pas peur de passer pour l'idiot qui serait dit Hermès ça se paye aujourd'hui 70 fois les bénéfices, moi je suis prêt à payer 80, et puis d'un seul coup on se retrouve tout seul parce que tous les autres se disent non ça à 75 c'est trop cher. Non, tout le monde regarde ce que fait le voisin et tout le monde fait pareil. Et quand il y a une action qui se paye 6 ou 7 fois les bénéfices, personne n'en veut, vous n'allez pas vous y mettre, vous, en vous disant peut-être qu'au moment où Hermès à 75, on va commencer que c'est un peu cher, on va revenir sur des valeurs qui sont 10 fois moins valorisées. Non. Non, parce que vous, à ce moment-là, vous perdez le contact avec vos pairs, si j'ose dire. Donc c'est un marché où il y a énormément de... on imite, c'est un marché de panurge, mais de panurge effectivement intelligent, puisque chacun a un petit peu quand même sa sauce, son petit algo qui fait qu'on espère être un tout petit peu meilleur que le voisin. Mais globalement, c'est trend following, détenir les mêmes actions que son voisin, respecter exactement les mêmes règles d'investissement. Et on aboutit à quoi ? On aboutit par exemple aux États-Unis à ce que les GAFAM aujourd'hui ça pèse 23,5% du S&P. Mais si vous prenez les mêmes GAFAM, c'est 52 ou 53% du Nasdaq 100. Alors il faut rajouter Tesla, pardon, donc c'est 6 valeurs. 6 valeurs, c'est 53% du Nasdaq 100. Ces 6 valeurs, je crois que c'est 12 000 milliards de dollars. C'est-à-dire, 6 valeurs, c'est la moitié du PIB américain. Pour vous dire la démesure à laquelle on aboutit lorsque tout le monde applique exactement les mêmes méthodes. On ne peut pas ne pas avoir d'Apple, on ne peut pas ne pas avoir de Microsoft ou d'Alphabet. Donc, on arrive à une espèce d'hyper concentration et qui ne fait peur à personne puisque tout le monde fait pareil. Et si ça se passe mal, ça se passera mal pour tout le monde. Mais ça n'effraie personne de se dire que 6 valeurs représentent la moitié du PIB américain. C'est tous les jours, on fait la même chose. Donc c'est comme la grenouille dans sa casserole. Elle s'accoutume et elle ne sent plus qu'effectivement l'eau est sur le point de bouillir. Voilà pour le mimétisme. Alors, ce qui inquiète quand même les opérateurs de marché, c'est la résurgence de la pandémie. Flambée de contamination, on l'a vu en Europe, des mesures sanitaires restrictives en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique. À quel scénario peut-on s'attendre pour l'économie européenne dans ce cadre-là ? Moi, la question que je me pose surtout, c'est quel est le narratif ? Parce que vous avez Gibraltar, 100% des gens sont vaccinés, c'est même 110%, puisque j'ai déjà pas mal de gens qui sont à la 3e dose. Donc, à ce qu'à Gibraltar, les hôpitaux sont saturés. En Irlande, qui est également le pays européen le plus vacciné, vous avez un village dans lequel je crois c'est 99,3%. C'est l'endroit d'Irlande et même d'Europe où il y a le plus fort taux d'incidence. Alors c'est la catastrophe, surtout que on nous a annoncé 95% d'efficacité du vaccin, et là on voit que là où on est à 100% de vaccination, là les non vaccinés n'y sont vraiment pour rien, hein, et pourtant on a des taux d'incidence élevés. Bah ouais, mais regardez, il n'y a pas d'admission aux urgences, il n'y a pas de réa. Donc, allez, réjouissons-nous quand même. Le vaccin fonctionne. Il y a peu de gens qui font des formes graves. Donc, on nous effraie avec des mots. Les cas, je vous en fabrique autant que vous voulez. Moi, des cas, il suffit, par exemple, dans une école, quand il y a une classe où il y a eu un cas, on fait tester toutes les autres. Vous êtes certain qu'avec un test PCR à 38 cycles, vous allez détecter je ne sais combien de gens, d'enfants, qui seront entre guillemets positifs.
Sauf que le test PCR ne permet pas vraiment de faire la différence entre une grippe, un rhume, quand on est à 38 cycles. Donc vous pouvez fabriquer autant de cas que vous voulez. Donc après ça, construire un narratif, on va tous mourir, ça va être la catastrophe, les hôpitaux saturés. Mais qu'est-ce qu'on voit en vrai? Pour l'instant, l'analyse des eaux usées ne montre pas du tout qu'il y a d'un seul coup une super contamination comme on avait pu l'observer au printemps 2020. Les urgences, ils ne sont pas submergés d'appels. Les réa, pour l'instant, on est à 10-20 cas par jour supplémentaires, ce qui est parfaitement en ligne avec les taux d'admission qu'on a depuis 20 ans à une période, celle de novembre-décembre, où vous avez les rhinopharyngites, vous avez les grippes, vous avez tous les grands classiques. Donc il ne se passe rien cette année, mais je peux vous construire le narratif de la peur et en vous disant on va tout reconfiner. Et bien sûr, quand vous êtes financier, vous dites ah ouais, peut-être qu'à un moment, à force de reconfiner, ça va finir par ralentir effectivement un petit peu l'activité. Sauf que le confinement, c'est une décision politique, c'est pas le vilain virus qui est venu d'un seul coup clouer au lit ou saturer les urgences. Quand on vous parle de mesures sanitaires, c'est uniquement des décisions humaines. Donc aujourd'hui, faut voir le vocabulaire qu'on emploie, on peut tout justifier, mais si on regarde réellement ce qui se passe au niveau des admissions aux urgences et dans les réa, il n'y a rien de plus cette année qu'en 2017-2018, quand il n'y avait pas de Covid. On avait à peu près le même taux d'admission. Là, c'était effectivement les grippes, c'était les gastro, une gastro qui tourne mal. Ça peut également mettre des gens un peu fragiles dans des situations compliquées. Merci beaucoup Philippe Béchat pour votre regard sur l'actualité économique. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Merci de nous avoir accompagnés. À suivre dans un instant le point bourse.